Connaissez-vous réellement la vérité sur le sexe? Des couilles bleues à la chasse au cougar, ou être prêt à tout moment. 24 heures sur 24. Ça semble crédible, mais c'est faux. Presque tout ce que vous avez entendu est incorrect. Il est temps d'affronter la réalité. Aujourd'hui, The Infographics Show lance le cours d'éducation sexuelle. Nous allons dévoiler les mythes sexuels les plus étranges auxquels vous avez probablement cru. Numéro 23. Il y a certains couples qui sont beaucoup trop à l'aise pour tout partager. Ils lancent un petit. On a bien fait de l'exercice hier soir, en se faisant un clin d'œil, tandis que les autres soupirent ou ont la nausée. Mais le sexe ne brûle pas vraiment tant de calories que ça. Les experts estiment que 30 minutes de sexe brûlent entre 90 et 120 calories, selon les mouvements et le poids. 30 minutes sur un tapis de course brûlent en moyenne 200 à 500 calories. Soyons honnêtes, tu ne fais pas l'amour 30 minutes. La durée moyenne d'un rapport sexuel est de 3 à 7 minutes, soit une moyenne de 5, ce qui veut dire que tu brûleras entre 14 et 25 calories. Bravo, tu as gagné un demi-raisin. Tu as peut-être l'impression de perdre du poids à cause de la sueur, mais le sexe n'est pas vraiment un sport, et il n'a pas d'effet sur le sport, puisque 22. Les entraîneurs conseillent souvent aux athlètes d'éviter le sexe avant un grand match ou combat. Ils ne savent vraiment pas de quoi ils parlent. En 2022, des chercheurs ont réalisé une méta-analyse sur des études liant le sexe et la performance sportive. Ils ont découvert que l'activité sexuelle, qu'elle ait eu lieu 30 minutes ou 24 heures avant, n'avait aucun impact sur la performance physique chez les jeunes hommes. Alors d'où vient ce mythe? Cela viendrait des Grecs anciens, qui pensaient que garder le sperme rendait plus agressif dans l'arène. Aujourd'hui, cela se manifeste différemment. Selon l'entraîneur de boxe Jim McDonald, il existe un vieux mythe dans la boxe affirmant que le sexe affaiblit les jambes et diminue la résistance aux coups au menton. Puisque la science n'a trouvé aucun lien entre la force des jambes et la dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, on peut dire sans risque que ce mythe n'est que du vent. Numéro 21. Certaines personnes croient encore qu'il est impossible de tomber enceinte pendant ses règles. Non seulement c'est faux, mais c'est exactement comme ça que beaucoup de budgets sont ruinés. Un instant, vous avez des rapports protégés, et l'instant d'après, vous élevez un enfant pendant 18 ans. Ce mythe vient de la confusion entre improbable et impossible. Il est peu probable de tomber enceinte pendant les règles, tout comme Pete Davidson sort avec les femmes les plus séduisantes du monde. Les femmes ayant des cycles plus courts, d'environ 21 jours au lieu de 28, ovulent plus tôt. Les spermatozoïdes pouvant survivre jusqu'à 5 jours dans le corps, ils peuvent féconder un ovule dès le début de l'ovulation. Sans oublier que les cycles des femmes ne fonctionnent pas toujours comme une horloge. Les règles peuvent être précoces, tardives ou irrégulières. Ce n'est pas le seul mythe sur le sexe et la grossesse. 20. Tu essaies de faire sortir ce bébé? Il y a des rapports sexuels. Ce mythe est si répandu que même des médecins le conseillent aux femmes après terme. Surtout à celles qui en ont vraiment marre de trimballer l'équivalent humain d'une pastèque. La science ne soutient pas du tout cette recommandation. Une étude du journal de la médecine sexuelle a analysé les données de milliers de femmes issues de 3 essais cliniques. Il s'avère que les femmes qui ont eu des rapports sexuels sont entrées en travail au même rythme que celles qui n'en ont pas eu. Ce mythe vient sans doute du fait que les orgasmes libèrent de l'ocytocine, provoquant des contractions utérines, et que le sperme contient des prostaglandines qui assouplissent le col de l'utérus. Si contraction et col ouvert surviennent simultanément, le travail est plus probable. Mais cette hypothèse n'a pas été démontrée avec succès. 19. C'est un cliché classique des sitcoms. Un groupe de jeunes actifs partage un grand appartement en ville, puis l'un d'eux entame une relation avec une femme plus âgée. Malgré l'écart d'âge, ça fonctionne car comme il le dit, nous sommes tous deux à notre apogée sexuel. Ce mythe s'est répandu suite aux travaux d'Alfred Kinsey dans les années 50. Le sexologue a découvert que les hommes de 18 ans et les femmes de 35 ans avaient les orgasmes les plus fréquents. Il en a donc conclu que ces deux groupes étaient à leur apogée sexuel à ce moment-là. Mais que se passait-il vraiment ? À 18 ans, les hommes avaient le plus d'orgasmes, non pas grâce à des relations sexuelles intenses, mais à un pic de testostérone et à la masturbation. Beaucoup. Pendant ce temps, les femmes de 18 ans n'en avaient pas autant, principalement parce que leurs partenaires étaient des hommes de 18 ans. A l'inverse, les femmes de 30 ans étaient plus souvent en relations stables et de confiance, avec de meilleures relations sexuelles, plus d'assurance et d'orgasme. La libido est généralement fluctuante et varie beaucoup au cours de la vie, quel que soit le genre.
Il n'y a pas de pic net, la libido étant généralement plus forte à la fin de l'adolescence et dans la vingtaine, puis diminuant progressivement. Numéro 18. Vous avez un peu de mal à hisser la grande voile. Vous pouvez toujours croquer un peu de chocolat noir ou prendre une assiette d'huîtres pour instaurer l'ambiance. Ce sont les aphrodisiaques parfaits. Non. Faux. Aucune étude ne prouve un lien entre les huîtres, le chocolat et la libido. Le chocolat a un léger effet hypotenseur, pouvant améliorer la circulation sanguine, y compris dans les zones sensibles, mais aucune étude n'a prouvé qu'une tablette de Hershey rendait irrésistible. Et les autres aphrodisiaques? Il y en a sûrement pour te motiver, non? À part Pedro Pascal, peu de choses ont prouvé leur efficacité comme stimulant de la libido. Pourtant, le professeur d'obstétrique et de gynécologie de l'University of California Irvine, le docteur Michael Kreischman, affirme que des études préliminaires sur le ginkgo, le ginseng, le maca et le tribulus ont montré un certain potentiel, mais restent encore trop contradictoires ou trop limités pour prouver quoi que ce soit de définitif. Mais peut-être que trouver des aphrodisiaques n'a pas d'importance parce que... Numéro 17. Il y a une idée reçue selon laquelle les hommes sont toujours prêts pour le sexe. Et honnêtement, aucun mythe ne fait plus de mal aux deux côtés. Les hommes culpabilisent quand ils n'ont pas envie, car on attend d'eux qu'ils le soient constamment. Les femmes peuvent se sentir rejetées ou blessées si un homme censé en avoir envie ne le veut pas. En fait, une revue de plusieurs études sur la sexualité publiée en 2010 a révélé que 14 à 19% des hommes déclaraient régulièrement avoir un désir sexuel faible problématique, du moins pour eux. Robin Miloussen, professeur associé à l'université de Guelph, a analysé les attentes, mentalités et expériences sexuelles des étudiants de premier cycle. Elle a remarqué que penser que les hommes sont toujours prêts à avoir des rapports sexuels leur impose des normes inatteignables. Le stéréotype est si courant que, si les hommes refusaient des rapports, les deux sexes pensaient qu'ils avaient un problème. Les hommes doutaient d'eux-mêmes, et leurs partenaires étaient complexés de ne pas les exciter. La thérapeute de couple, Sarah Hunter Murray, a interrogé des hommes sur leur désir sexuel pour son livre. Elle a été surprise d'apprendre que des hommes pouvaient ne pas vouloir faire l'amour en cas de déconnexion émotionnelle avec leur partenaire. Donc, le sexe est bien plus qu'un simple instinct, animal ou robotique pour les hommes. C'est pourquoi il est douteux que la croyance suivante soit fausse. 16. L'idée que les hommes veulent toujours plus de sexe que les femmes est un mythe paresseux. Cela ignore les vraies différences individuelles qui façonnent le désir. Plusieurs études sur le sujet ont abouti à des conclusions variées, notamment à cause des rôles de genre et de la stigmatisation sociale qui compliquent la collecte de données fiables. Hommes et femmes ne sont pas toujours à l'aise de parler de leur libido ou de leur partenaire, ce qui complique l'analyse. Le psychologue Julius Frankenbach a mené une méta-analyse montrant que les hommes, en moyenne, ont une libido plus élevée que les femmes. Mais il y avait une telle variabilité de la libido chez les deux sexes que cela ne disait finalement rien de précis sur les hommes ou les femmes. Par exemple, plus d'un tiers des femmes étudiées avaient une libido supérieure à celle de l'homme moyen, et cela même sans prendre en compte les perceptions sociales. Une étude des archives du comportement sexuel a cherché à éliminer les facteurs pouvant faire qu'une femme se sente jugée pour avoir des rapports sexuels. Ils ont constaté que hommes et femmes étaient presque aussi enclins à accepter de rencontrer des partenaires pour espérer avoir des rapports sexuels. Kinsey. Dire que les hommes et les femmes diffèrent uniquement génétiquement sur le sexe est totalement faux. Les études sur les différences sexuelles sont difficiles à interpréter, car la pression culturelle incite les femmes à moins exprimer leurs désirs ou le nombre de leurs partenaires. Ainsi, une différence biologique apparente pourrait n'être qu'un écart dans la manière de rapporter. Une étude de 2007 a testé cela en séparant les participants en groupes masculins et féminins. Un groupe a appris que leurs réponses seraient visibles par leur père, ce qui les pousserait à choisir la réponse la plus acceptable socialement. Un autre groupe a été informé qu'ils passeraient un détecteur de mensonges pour une réponse sincère. Quand leurs pères voyèrent leurs réponses, les hommes déclarèrent se masturber bien plus souvent, mais le groupe avec le détecteur de mensonges rapportait les mêmes taux. Quand ils pensaient que leurs pères verraient leurs réponses, les hommes disaient avoir 3,7 partenaires sexuels, et les femmes 2,6. Avec le détecteur de mensonges, cela montait à 4,4 pour les hommes et 4,0 pour les femmes. Numéro 14. Dans les cultures où la circoncision est fréquente, on pense souvent que les hommes non circoncis sont moins propres. Ce mythe provient sans doute du risque un peu plus élevé d'infection urinaire chez les garçons non circoncis. Chez les garçons de moins de 2 ans,
Le taux d'infection urinaire est d'environ 2,7% personnes années s'ils ne sont pas circoncis, contre seulement 0,6% chez les garçons circoncis. Cela ne reflète pas la propreté. Au début des années 2010, Vice a interrogé des Américains sur leur opinion des pénis circoncis et non circoncis. Une personne a dit « C'est plus propre et plus sain d'être circoncis ». Quelqu'un a affirmé que les hommes non circoncis gardent de la saleté sous leur prépuce. Si un homme n'a pas une bonne hygiène, des bactéries, du sébum et des cellules mortes peuvent s'accumuler sous le prépuce, ce qui peut entraîner quelque chose qu'on appelle le smegma. Ce n'est pas l'absence de circoncision, mais le manque d'hygiène. Numéro 13. Est-ce frustrant d'être excité sans avoir de rapport sexuel? Bien sûr. Est-ce une expérience très douloureuse nécessitant une intervention immédiate? Non. C'est temporairement inconfortable, puis ça disparaît en quelques minutes. Les deux blue balls, ou hypertension épididymaire, désignent une gêne inoffensive ressentie après une excitation prolongée sans éjaculation. Il existe aussi un équivalent féminin, la vulve bleue. Il est rare d'entendre des femmes dire qu'elles ont besoin de sexe immédiatement à cause de la douleur de leur vulve bleue. C'est parce que toute cette histoire de la couille bleue a surtout été utilisée comme une forme de culpabilisation, un moyen de faire pression sur les femmes pour qu'elles aient des rapports sexuels qu'elles ne désirent pas. Numéro 12. Concernant les mythes sur les hommes et le sexe, peut-on enfin cesser de croire qu'ils y pensent toutes les 7 secondes? Si c'était vrai, le gars moyen aurait plus de 8000 pensées sexuelles par jour. Ce n'est pas une libido, c'est un travail à plein temps. Honnêtement, les mecs passent sans doute plus de temps à imaginer comment sauver héroïquement tout le monde dans un 7-Eleven en cas d'attaque, ou à se demander si un lion battrait un requin marchant sur Terre, qu'à penser au sexe. En 2011, une étude du Journal of Sex Research a démystifié ce mythe. Les scientifiques ont découvert que les hommes pensent au sexe en moyenne 19 fois par jour, soit moins d'1 fois par heure. Autant qu'ils pensaient à manger, soit 18 fois par jour. Les femmes pensaient 10 fois par jour au sexe et 15 fois à la nourriture. Quand les femmes disent que la nourriture peut être meilleure que le sexe, on suppose qu'elles le pensent vraiment. Ce n'est pas que les femmes n'aient pas leurs propres stéréotypes nuisibles en ce qui concerne le sexe. Numéro 11. L'idée que les femmes mettent plus de temps à être excitées vient d'une simple vérité. Durant l'histoire, de nombreux hommes ne se préoccupaient pas de l'excitation ou de l'orgasme de leur partenaire. Soyons honnêtes, la moitié d'entre eux ne trouveraient pas le clitoris même avec une flèche au néon. En 2007, une étude du journal de la médecine sexuelle a testé les temps de réponse sexuelle des hommes et des femmes. Ils ont mesuré le flux sanguin génital avec imagerie thermique chez des hommes et femmes regardant des vidéos neutres, drôles ou érotiques. L'étude a montré que les organes génitaux masculins et féminins atteignaient leur température maximale, soit le pic d'excitation, en même temps. On suppose que c'est pour la vidéo érotique, pas la drôle. Numéro 10. Difficile de croire qu'en 2025 certains pensent encore qu'un hymen intact prouve la virginité. Soyons clairs, un hymen intact ou l'absence d'hymen n'en dit pas beaucoup sur la virginité d'une femme. L'hymen sert uniquement à empêcher les fluides d'entrer dans le canal vaginal chez les bébés-filles qui ne savent pas encore s'asseoir pour aller aux toilettes. Après la petite enfance, l'hymen devient inutile. Il est si inutile que de nombreuses femmes le perdent ou le déchirent avant leur première relation sexuelle, lors d'activités physiques, d'accidents ou avec des tampons. Il arrive parfois que l'hymen reste intact après les premiers rapports sexuels d'une femme. L'hymen est souvent un anneau autour de l'entrée qui peut rester intact après un rapport sexuel. Selon une étude de Rogers et Stark, jusqu'à 19% des femmes sexuellement actives n'avaient aucun changement visible de leur hymen. Numéro 9. L'idée que les femmes deviennent lâches, à force d'avoir de nombreux partenaires, a toujours été utilisée pour faire honte aux femmes sexuellement actives. C'est totalement faux. Avoir beaucoup de rapports sexuels ne fait pas rétrécir le pénis des hommes. Les femmes ont des structures pelviennes et vaginales variées. La seule chose qui peut modifier ces structures, à part un accident quelconque, c'est une lésion survenue lors de l'accouchement. Un tout petit être humain passe par un orifice de la taille d'un bagel, et cela peut abîmer certaines choses. Après l'accouchement, bien que la récupération soit lente, les muscles vaginaux étirés guérissent progressivement. Si un bébé ne modifie pas l'élasticité du vagin, il est improbable que Mike Dubar le fasse davantage. Numéro 8. Le sexe n'est pas toujours douloureux la première fois. Mais il y a quelques raisons pour lesquelles cela pourrait arriver. La première est une sorte de prophétie auto-réalisatrice. Beaucoup de femmes, craignant la douleur de la première fois, deviennent tendues,
et nerveuses. Elles ne sont pas assez détendues, ni lubrifiées, ce qui rend le rapport sexuel douloureux. Aux États-Unis, la perte de virginité se fait en moyenne à 17 ans. L'âge est similaire ailleurs dans le monde. Honnêtement, à 17 ans, les adolescents ne sont pas très doués pour le sexe. Donc, quand on combine la nervosité avec deux personnes qui n'ont presque aucune idée des préliminaires ou de ce qu'elles font en général, oui, cela peut provoquer de la douleur. Si les deux partenaires prennent leur temps et se détendent, la première fois a peu de chances d'être douloureuse. Numéro 7. Parfois, il n'y a pas de saignement lors de la première relation sexuelle d'une femme. En réalité, seuls 43% des femmes ont saigné lors de leur première fois, ce qui rend ces anciens rituels, où les jeunes mariés devaient exhiber des draps ensanglantés à la fois dégoûtants et inutiles. Le saignement provient souvent de la déchirure ou de l'étirement de l'hymen. Mais comme nous l'avons déjà expliqué, l'hymen peut déjà être rompu avant la première expérience sexuelle d'une femme, ou il peut rester intact lors de ses premières relations sexuelles. En parlant des idées stupides sur la première fois. Numéro 6. On ne peut pas tomber enceinte lors de sa première fois. Croyez-nous, c'est tout à fait possible. Nous n'avons aucune idée de pourquoi les gens croient de ça, mais parmi tous les mythes, celui-ci est particulièrement dangereux. Des adolescents inexpérimentés, comprenant à peine la santé sexuelle ou la grossesse, sont les moins aptes à avoir des enfants non désirés. Dan Sauvage affirme que ce mythe persiste surtout à cause du manque d'éducation sexuelle à l'école. C'est surtout vrai aux États-Unis, où le taux de grossesse adolescente est le plus élevé du monde développé. Une étude de 2012 du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies a montré que 31,4% des adolescents ayant eu des rapports non protégés et étant tombés enceintes ne pensaient pas que c'était possible. Les chercheurs n'ont pas détaillé toutes les raisons de leur opinion, sans doute trop occupés à se cogner la tête contre leur bureau, mais le fait que seulement 48% des adolescentes et 45% des adolescents aient reçu une instruction sur la contraception à l'école entre 2015 et 2019 est probablement pertinent. Numéro 5. En parlant de méthodes de contraception peu recommandées, le retrait sans aucune autre forme de contraception n'est pas une bonne façon de prévenir une grossesse, comme de nombreux couples l'apprennent à leurs dépens. C'est mieux que rien. En fait, si vous utilisez la méthode du retrait parfaitement, vous n'avez que 4% de chances de tomber enceinte. Mais très peu l'utilisent parfaitement. Le timing peut être mauvais, les gens peuvent en finir trop tôt, pour ne citer que quelques raisons. Le liquide pré-éjaculatoire peut contenir des spermatozoïdes, ce qui n'est pas du tout protégé par la méthode du retrait. Dans la réalité, 22% des utilisateurs du retrait tombent enceintes, ce qui n'est pas une bonne probabilité. Sans parler du fait que cela ne fait presque rien pour réduire votre risque de contracter une infection sexuellement transmissible, il existe de meilleures méthodes de contraception, dont certaines sont anciennes. Numéro 4. La contraception existe depuis longtemps. Le premier préservatif était mentionné il y a 3000 ans en Crète, utilisé par le roi Minos. Des préservatifs ont été découverts dans la tombe de Toutankhamon par Howard Carter, datant de 1350 avant Jésus-Christ. Il était en lin, imbibé d'huile d'olive, fixé à une ficelle nouée autour de la taille du pharaon. Les gens du Moyen-Âge utilisaient aussi des préservatifs, mais ils étaient légèrement différents de ceux que nous avons aujourd'hui, car ils étaient fabriqués à partir de vessie de mouton. Nous vous laissons un moment pour oublier cette image. Dans l'Antiquité grecque et romaine, existait une herbe nommée sylphion. Elle avait des usages médicinaux et culinaires, même Hippocrate lui-même la recommandait comme moyen de contraception. D'autres auteurs la recommandaient aussi pour contrôler les menstruations, ce qui était souvent un code ancien pour la contraception. Les Romains et les Grecs utilisaient tellement cette herbe qu'elle a disparu, preuve qu'ils avaient de nombreux rapports et cherchaient à être prudents il y a des millénaires. Mais savez-vous quel dispositif sexuel nous associons à l'histoire, alors qu'il n'était en fait pas utilisé? Numéro 3. On pensait longtemps qu'au Moyen-Âge, les hommes obligeaient leurs femmes à porter des ceintures de chasteté. Seul le mari avait la clé. Ainsi, lorsqu'il partait à la guerre ou en mer, il était certain de la fidélité de sa femme, même s'il l'était sûrement moins en Europe. La seule mention d'une ceinture de chasteté dans la littérature médiévale est métaphorique, sauf dans un manuscrit de 1405 Bellifortis, qui présente un dessin de ceinture de chasteté. Mais ce livre est clairement destiné à être satirique, puisqu'il contient aussi des plans pour des objets, comme des dispositifs qui vous rendent invisibles. Cela rend improbable l'existence d'une vraie ceinture de chasteté. Sauf si les gens du Moyen-Âge avaient aussi des capes d'invisibilité à la Harry Potter inconnu. Les Victoriens
fascinés par le Moyen-Âge, ont inventé les ceintures de chasteté comme objet réel, mais elles furent peu utilisées, révélant bien des idées fausses sur la sexualité passée. Numéro 2. Les puritains n'étaient finalement pas si purs. En réalité, ils se sont rebellés contre les enseignements de l'Église catholique selon lesquels le sexe ne devait être pratiqué que pour la procréation. Au lieu de cela, ils pensèrent que le sexe devait être une partie importante de la vie conjugale en général. Leland Ryken, auteur d'un ouvrage sur les puritains, a relevé qu'une femme de Nouvelle-Angleterre a dénoncé à son pasteur, puis à la congrégation, la négligence sexuelle de son mari, conduisant à l'excommunication de ce dernier. Imaginez être déprimé quelques mois par le stress, puis que votre femme en parle à toute l'église. Et la prochaine chose que vous savez, c'est que vous êtes exclu de votre groupe d'amis. De plus, les estimations historiques indiquent que 30 à 40% des femmes puritaines étaient enceintes lors de leur mariage. Cela ne fait pas vraiment d'elles une exception pour leur époque cependant. Puisque, numéro 1, on croit souvent que pendant des siècles, les femmes du passé étaient vierges le jour de leur mariage. Bien que la virginité soit valorisée par la haute société d'Europe occidentale, la réalité était très différente pour la majorité. Il était essentiel pour les femmes ouvrières et de la classe moyenne de rester vierges. On comprenait aussi que dès qu'un couple se formait, il passait probablement à l'acte. En fait, on exigeait la virginité des femmes de la haute société, surtout pour des raisons financières. Si elles avaient des relations sexuelles en dehors du mariage, cela pouvait mettre en péril les héritages, car un mari pouvait se retrouver à élever un enfant qui n'était pas le sien. Mais les femmes de la classe ouvrière n'avaient de toute façon pas grand-chose à léguer à leurs enfants. Une étude sur les registres de mariage et de naissance du XVIIIe siècle en Angleterre rurale l'illustre. Parmi 49% des mariés retrouvés dans les registres paroissiaux, un tiers ont eu un enfant dans les 8 mois et demi après le mariage. En utilisant des registres supplémentaires pour retrouver les données manquantes, les chercheurs ont conclu que, dans l'Angleterre rurale, entre un sixième et un tiers des mariés étaient déjà enceintes le jour de leur mariage. Comme la majorité des rapports sexuels ne mènent pas à une grossesse, il est difficile d'imaginer combien de fois ces couples ont eu des relations avant le mariage. Si ces mythes vous semblaient étranges, attendez d'entendre les vraies histoires. Découvrez les coutumes sexuelles les plus étranges du monde, et voyez à quel point les traditions humaines sont parfois bizarres, ou cliquez sur cette vidéo.